Merci Colette, merci évidemment Véronique de m'inviter à vous parler d'un sujet qui me passionne depuis 25 ans, mais à peu près comme tous ici. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait vu le film dans l'R&D, mais on en reparlera quand même dans cette salle. C'est un sujet extrêmement complexe, mais j'ai eu la chance d'avoir 5 heures devant moi entre Montpellier et Nice. Il n'y a pas d'autres possibilités, donc j'ai eu le temps d'en faire quelque chose d'un peu convivial, comme Véronique m'a placé en dernier. Il est évident que tout le monde a envie un peu de s'assoupir, et je vais essayer de jouer question-réponse, vrai-faux. Voilà, je ne suis pas là pour dire voici la vérité, voici simplement une vision, ou une approche en tout cas de ces médecines intégratives et de ces INM, que je vais appeler intervention non médicamenteuse, et sur lequel on est dans un sujet extrêmement complexe, et je pense que la seule solution, c'est de travailler ensemble, que ce soit médecin ou non médecin. Je ne suis pas médecin, j'ai été formé en psycho et en sciences du sport pendant 25 ans, j'ai fait de la recherche interventionnelle pour évaluer des stratégies non médicamenteuses, et l'objet de cette réflexion amène à ce que, après la création d'un laboratoire, puis d'une plateforme qui s'intéresse à ce sujet, qui s'appelle la plateforme CEPS, je vais en reparler, amène plus de questions que de réponses, mais je pense qu'il est important d'avancer. Alors on va essayer. Question 1, simple, facile. Une médecine naturelle, complémentaire, traditionnelle, intégrative et sans danger, au pire, elle ne fait pas de mal. Qui dit vrai? Ok. Qui dit faux? Okay. Il y en a 3, 4, 5 ou une dizaine. Il y en a beaucoup qui ne se prononcent pas, et effectivement, c'est un peu délicat. La proposition qu'on peut faire si on regarde la littérature sur le sujet, c'est qu'effectivement c'est faux, il y a beaucoup de dangers à ces pratiques. Ces pratiques, vous avez ici un papier Ojama qui montre que dans le cadre de sujets américains diagnostiqués pour un des 4 cancers les plus fréquents, lorsqu'ils utilisent des problématiques, des solutions qu'on va appeler ici des thérapies complémentaires ou alternatives, manifestement, ils ont des soucis avec leur durée de vie qui semble moins importante. Donc, c'est pas sans problème potentiellement. C'est vrai, cette étude, on pourrait en reparler parce qu'il y a plein de biais méthodologiques, mais c'est pas sans problème écologique. Je vais le faire très très court. Vous savez que des cornes de certains animaux sont broyées, utilisées à des fins aphrodisiaques, etc., et qu'il y a plein d'animaux qui sont, notamment dans la médecine chinoise, et notamment des pays africains, qui sont en train de, entre guillemets, fabriquer des animaux, donc au sens des ânes, etc., des plein d'animaux pour de la médecine sur lequel on va utiliser uniquement les cornes. Des dommages qui sont également phytosanitaires, la flore également. Beaucoup de plantes sont détruites dans tous les sens et on arrive à des choses absolument aberrantes. Je pourrais en citer des tonnes et des tonnes. Des animaux qui étaient dans les zoos, qui sont pris, et donc on va juste couper les cornes ou peu importe quoi, la peau de l'âne, etc., et sur lesquels on arrive à des délires absolument incroyables. Des gestes de thérapeutes manuels qui ont entraîné un certain nombre de troubles médulaires assez conséquents et parfois chroniques, des interactions entre des plantes et des chimiothérapies en particulier absolument épouvantables. Bref, c'est pas sans danger. Et si c'est pas sans danger, ça veut dire que potentiellement c'est intéressant de faire de la recherche sur le sujet pour améliorer les pratiques, pour mieux former les professionnels, ça a été dit tout à l'heure par Véronique, indiquer les bonnes solutions et peut-être arrêter de faire des amalgames dans tous les sens, parce qu'effectivement, dans la réalité, il y a plein d'amalgames. Deuxième question, l'usage des médecines naturelles complémentaires traditionnelles concerne une poignée d'illuminés. Vrai? Faux? Une majorité, évidemment. Une majorité, c'est faux. Évidemment qu'il y a de plus en plus d'usagers. Et regardez quand même les best-sellers chaque année en France. On pourrait le faire au Canada, on pourrait le faire aux États-Unis. Vous avez un best-seller sur lequel il ne propose que ces solutions-là. Vous savez peut-être que Michel Simès, 2016, son livre, dit un chiffre de vente de ce livre, 2016, dit un chiffre. 750 000 ouvrages vendus, 2 fois plus qu'un Goncourt.
2 fois plus qu'un Goncourt. Michel, quand même, hein, c'est bien, hein, bravo. Hein. 2 fois plus qu'un Goncourt. Ça questionne sur la demande importante de personnes, et manifestement, il y a des demandes importantes, y compris, évidemment, parmi vous. On va les retrouver dans les médias, donc des revues spécialisées. Vous allez trouver de plus en plus, la semaine dernière, il y avait sur les compléments alimentaires, vous l'avez peut-être vu sur la 5, c'était tout à fait remarquable, sur les compléments alimentaires et sur l'intérêt ou pas des compléments alimentaires dans les soins. Oui, je ne l'ai pas dit, je suis passé vite, mais cette émission a fait un vrai carton et donc ils s'en vantent de façon importante. Michel et Adriana Carambeu étant allés en Chine et notamment une opération à cœur ouvert pour faire donc une valve cardiaque, valvulopathie, et donc il remplace la valve cardiaque et donc c'est une opération à cœur ouvert. Là, on fait un trou, on ouvre la cage thoracique et il n'y a manifestement uniquement que de l'acupuncture pour l'anesthésie. Si vous voyez la douleur que ça peut provoquer, c'est délicat, mais manifestement, il y a des choses qui ont l'air de fonctionner. Donc on ne peut pas dire à plein de Français que ces choses n'existent pas. Manifestement, ça existe. Et évidemment, arrive aujourd'hui, avec le vieillissement de la population et avec évidemment les besoins des maladies qu'on ne traite pas, qu'on ne guérit pas, et la plupart des maladies, hélas, deviennent plutôt chroniques chez les individus, à une demande tout à fait considérable de ces personnes qui disent effectivement, il y a des traitements, c'est important d'avoir des traitements, des chirurgies, des radiothérapies, mais à côté, il faut des solutions. Et il faut des solutions parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour éventuellement éviter une récidive de cancer, éventuellement avoir une BPCO qui est moins conséquente, avec une autonomie meilleure, avec une qualité de vie meilleure. Donc tout ça est en train de se développer de façon très conséquente. Et on voit ici l'ex-doyen de la fac de médecine de Montpellier dire il est temps qu'on s'en préoccupe parce que effectivement, si on interroge de près les Français, c'est quasiment 3 Français sur 4 qui utilisent des interventions non médicamenteuses ou ces pratiques, et plus on avance en âge, et plus ces pratiques sont faites de façon importante. Alors attention, je vais choquer quelques-uns, parce qu'effectivement, la réflexion amène à... vous pourrez ne pas être d'accord évidemment avec ce que je vous présente, et c'est une réflexion de 100 personnes sur une plateforme collaborative universitaire qui associe des chercheurs. C'est un peu nouveau, c'est le think tank, hein, donc à l'université c'est pas très bien reçu. On accueille des cliniciens, on demande à des décideurs, on demande également à un certain nombre d'experts du domaine de réfléchir à ça. Hein. Et effectivement, si on parle de santé intégrative, on pourrait tout mélanger. La médecine en tant que telle intègre plein de solutions. Et vous voyez, ce qu'on a décidé d'organiser, c'est, vous avez à gauche des traitements biomédicaux, extrêmement bien surveillés, contrôlés, régulés, etc. Je vais y revenir. Vous avez des interventions non médicamenteuses, donc des interventions qui se situent plutôt sur la psychologie, des interventions nutritionnelles, des interventions physiques, des interventions numériques, d'autres interventions. Et vous avez encore autre chose. Vous avez des démarches esthétiques, sociales, culturelles, spirituelles. Et vous avez encore autre chose. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Véronique, des actions environnementales. Il y a à Toulouse un directeur de clinique absolument délirant qui dit « Moi, je vais imposer à ce qu'il y ait des potagers dans les structures hospitalières parce que c'est important, parce qu'on redonne à des personnes qui ont des maladies neurodégénératives un sens de la saison. » C'est génial. C'est génial. Et donc, il impose ce genre de choses. Mais effectivement, c'est une santé intégrative. Donc, l'architecture peut compter. Et il y a un certain nombre de papiers, vous les retrouvez sur la littérature. Si le patient voit plutôt de l'environnement vert ou s'il voit d'autres murs dans sa chambre d'hôpital, l'évolution et même la durée de cicatrisation est plus ou moins longue. Hallucinant. Donc, manifestement, effectivement, ça peut compter. C'est des éléments qui vont avoir un impact. Mais je vais me situer, et nous voulons nous situer dans la plateforme CEPS que sur ces interventions non médicamenteuses. Donc vous voyez, l'architecture et l'aménagement d'un EHPAD pour améliorer la qualité de vie, c'est important, mais je ne vais pas en parler. Je ne parlerai pas également des démarches esthétiques, sociales, etc., qui peuvent avoir des impacts indirects à moyen terme sur la santé. On va parler de ces interventions non médicamenteuses. Troisième élément, donc les médecines naturelles complémentaires traditionnelles sont toutes différentes. Vrai ou faux? Vrai? Alors effectivement, le partage est intéressant. Moi, je vais dire non. Parce que
c'est vrai que si on regarde ça, j'ai essayé de faire le tour de la littérature en français et en anglais scientifique pour dire comment on les appelle ces machins. Et je les appelle machins exprès. Hein. Et vous voyez plein de mots, des médecines préventives, des médecines comportementales, des médecines intégratives, des soins intégratifs, des soins de support, etc., etc. On voit que dans ce niveau-là, il y a des amalgames extrêmement forts et on mélange des choses qui n'ont pas à être mélangées. Plus on va creuser le sujet, et plus tout d'un coup, une technique est une technique. Le mindfulness, c'est une technique, c'est une méthode, c'est une approche, c'est une discipline, c'est une philosophie. Ils emploient des techniques. Il y a bien des techniques psychologiques spécifiques qui ont été inventées et qui ont été isolées. Il y en a 93 techniques isolées par Susan Mickey, qui est une spécialiste de Londres, qui étudie les techniques psychocomportementales et elle arrive à en isoler 93. Mais le mindfulness en emploie combien de techniques? Mais les techniques sont rapprochées à une théorie. Et donc le mindfulness, il y a une théorie qui est associée à ces techniques. Et ces techniques font une méthode avec une durée, avec une fréquence, etc. Et c'est plus le mindfulness, c'est bien du mindfulness pour traiter la dépression de personnes qui ont un cancer. C'est plus le mindfulness. Waouh, ça devient un peu flippant. Vous voyez où on en est? On n'est plus en train de parler de l'hypnose. L'hypnose, ça ne veut rien dire. Il y a l'hypnose de Mesmer, il y a l'hypnose de la rue, et il y a des thérapeutes qui utilisent des méthodes d'hypnose pour faire du sevrage tabagique sur lequel ils ont plus d'effets que d'autres traitements. Mais c'est bien une méthode particulière, il y a des séances particulières. Tout d'un coup, c'est plus dans quelque chose de très global, on rentre dans quelque chose de plus en plus précis, et c'est vrai que ça demande un effort intellectuel, et ça demande un effort de présentation qui est extrêmement compliqué. Ouais, méditation, respiration et plein de mots autour de la méditation, c'est facile de l'employer. Mais quand on arrive à quelque chose un peu plus précis avec quel type de technique, quel type de méthode, quel type de théorie sous-jacente et comment c'est pratiqué, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais pourtant, ça devient un élément important. Et pourquoi ça devient un élément important? C'est que toute la littérature scientifique actuelle, donc ça c'est une équipe d'Australiens, je trouve ce papier absolument merveilleux. Ils regardent pendant 100 papiers au British Medical Journal, et donc ils vont dire, on va regarder quelle est l'intervention en tant que telle. L'intervention, c'est quoi? Qu'est-ce qui est proposé? Et donc ils prennent, en fonction des papiers, soit c'est des papiers de médicaments, soit c'est des papiers d'intervention non médicamenteuse. Et ils regardent comment les auteurs, les chercheurs ont dit. Et les chercheurs ont l'habitude d'être relativement précis, vous voyez en blanc, mais comme ce n'était pas suffisant, ils vont rappeler les auteurs en trouvant que c'était mal décrit dans certains papiers, et ils vont essayer de comprendre mieux l'intervention. Qu'est-ce qui a été proposé? Et vous voyez, ils arrivent à un niveau de précision de à peu près 85%. Et ils font pareil sur les non-pharmacological interventions. Donc ils sont en train de regarder quelle est la méthode. Et souvent, si vous avez des papiers, si vous vous intéressez à la nutrition, c'est souvent nutrition, ou si vous vous intéressez à la psychologie, c'est souvent psychological intervention ou psychotherapy, mais c'est très vaste, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ou exercise, si vous êtes spécialisé dans l'activité physique, exercise. Mais exercise, c'est jouer aux fléchettes, d'accord? C'est jouer aux fléchettes, exercise, je fais de l'exercice, mais l'exercice, ça peut être aussi de réentraînement à l'effort, au seuil ventilatoire, et avec une dépense métabolique spécifique. De quoi on parle? Exercise, ça veut absolument rien dire. Donc les auteurs essayent d'appeler les auteurs pour avoir plus de détails, et effectivement, on arrive toujours à une différence. Et donc, dans les scientifiques, nous avons, dans nos domaines, à travailler sur la caractérisation de ces interventions. Si on dit que mindfulness, efficace ou pas, je ne peux pas répondre à la question. Mindfulness, c'est tellement large, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de façons de faire. Donc si on avance là-dessus, on s'est dit, depuis 2011, donc on a quasiment 10 ans dans cette plateforme collaborative, il faut qu'on s'arrête sur un certain nombre de critères qui sont des invariants de ces interventions non médicamenteuses. Essayons de les trouver. D'une part, un nom. Il faut qu'elle ait un nom, cette intervention. Il faut effectivement qu'elle ait un nom. Et exercise, ou nutrition, ou ce que vous voulez, ou les plantes,
Est-ce que les plantes, c'est bon ou pas pour la santé? C'est comme si on disait les médicaments, c'est bon ou pas pour la santé. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc, quel nom? Des acronymes, pourquoi pas? Ok. Donc, des objectifs de santé, c'est pour faire quoi? Arrêter le tabac, le sauvage tabagique, pour des programmes d'hypnose, ou de façon très large. On vise quoi? Quel est l'intérêt? Quelles sont les indications? Et encore une fois, en fonction de potentiel diagnostic, je vais y revenir. Pour prévenir, pour soigner, pour guérir, c'est pas tout à fait pareil quand même. Et sur quel type de marqueurs de santé? Une population, une durée, d'accord? Un aménagement architectural n'aura pas de durée particulière. On réfléchit à améliorer la qualité de vie de personnes et on n'est pas en train de réfléchir à une durée d'intervention avec potentiellement derrière des doses, des ingrédients, donc quelles techniques et quelles théories sous-jacentes on peut avoir, et avec évidemment des questions de prix de prescription ou pas, de normes, de labels, des mécanismes d'action. Véronique a fait une magnifique synthèse de points communs et des invariants peut-être théoriques. Ouais, mais quand on descend de plus en plus près, les thérapies cognitivo-comportementales de génération 1 et les TCC de génération 2, s'il y a des psychologues dans la salle, ou les TCC de génération 3, on n'est plus du tout sur les mêmes mécanismes. On ne joue plus du tout sur les mêmes façons. Et donc finalement, les théories, là aussi, elles changent. Donc il y a les théories qui changent, donc les techniques qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et on précise tout ça à travers des intervenants qui vont être meilleurs, qui vont permettre peut-être d'améliorer ces interventions non médicamenteuses. Et évidemment, il faut faire des études, et y a-t-il des études? C'est un grand débat, je vais y revenir sur le sujet. Alors c'est la raison pour laquelle on a souhaité, donc à la plateforme, dire, avec toutes les limites, vous allez peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, toutes les limites, de dire, on va essayer de créer des méta-catégories psychologiques, physiques, nutritionnelles, numériques et autres, comme d'habitude dans les classifications. Et on va descendre de niveau en disant, mais il y a de l'art-thérapie, il y a des programmes d'éducation pour la santé, il y a de la psychothérapie ou des psychothérapies, il y a de la zoothérapie, la thérapie par l'animal, il y a des activités physiques, il y a de l'orthithérapie, de la physiothérapie, vous avez des thérapies manuelles, du théraménisme, et donc dans les interventions nutritionnelles, vous avez des compléments alimentaires, vous avez des thérapies nutritionnelles, ou des régimes. J'ai entendu jeune tout à l'heure, on est exactement dans cette catégorie-là. Donc il y a plein de formes de régimes différents. Des interventions numériques santé, des objets connectés, des thérapies par le jeu vidéo et également des thérapies par la réalité virtuelle. Et vous avez dans les autres des objets ergonomiques. Vous avez entendu parler du coussin qui permet, ergonomique, qui permet de mieux dormir. Est-ce que c'est un dispositif médical ou pas? Et donc comment on va pouvoir évaluer ces pratiques? De la phytothérapie, donc des plantes qui sont d'un domaine important et dont demain il y a un atelier consacré à ces questions, des thérapies cosmétiques, des thérapies par les ondes, de lithothérapie. Donc on a essayé de définir là, et puis on s'est dit, maintenant qu'on en est à ce niveau 2, on va passer au niveau 3. Et donc ça a été évoqué, on en est à 11 000. Voilà. Si on rentre dans chaque catégorie, là, j'ai pas encore, mais lorsqu'on rentre vraiment dans les méthodes, dans ces interventions non médicamenteuses, on en est à 11 000 et on va continuer parce que on a un financement de l'État, de la région et de la métropole, donc on fait passer de l'intelligence artificielle et dans toutes les publications, chaque fois qu'il y a un mot qui va ressortir, on va tenter d'attraper cette nouvelle intervention non médicamenteuse qui a été testée et on va effectivement permettre de les identifier. Voilà, je m'arrête donc. Sujet 4, pardon. Les interventions non médicamenteuses ne sont pas évaluables. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que c'est vrai, c'est difficile à évaluer. Pourquoi? Parce que c'est des effets de contexte. Pourquoi? Parce que c'est que de la relation thérapeutique, c'est que du placebo, tout ça. Et c'est que dépendant du professionnel. Et finalement, d'un professionnel à l'autre, ça va totalement changer. Et en fonction de la singularité de la pathologie du patient, alors on ne peut pas arriver à ça. Ben, si on fait ça, plus de science. C'est pas la peine. Alors qu'au contraire, si on dit que effectivement ces méthodes sont caractérisées, alors potentiellement on peut les évaluer, potentiellement on peut voir si elles sont reproductibles ou pas, et on peut surtout les améliorer de génération en génération. Et effectivement, c'est ce que un certain nombre de grands penseurs français dans la recherche et dans la santé publique avaient dit depuis des années, des années. J'adore une Québécoise qui dit sensiblement la même chose que M. Schwartz, qui disait
Il faut qu'on fasse des essais pragmatiques, il faut qu'on fasse des études interventionnelles pragmatiques pour tenter de les évaluer et de voir si effectivement de façon pragmatique ça marche ou ça ne marche pas et dans quelles conditions. Et la question c'est est-ce qu'on veut le faire? Et donc vous voyez, j'ai été très très surpris de la date, 1986. Enfin c'est pas nouveau, hein. Il avait déjà dit en 86 en disant il est temps qu'on fasse de la recherche clinique sur le sujet et potentiellement on va trouver des choses et on va peut-être en rejeter d'autres. Mais de quoi? Qui a peur? Pourquoi avoir peur? Si on est là pour faire progresser les méthodes au bénéfice des patients, je ne vois pas trop où est le problème. Et d'autres le disent, donc on a invité il y a quelques mois Edzard Ernst, et qui disait c'est un enjeu de santé, mais c'est un enjeu aussi de santé publique. C'est d'informer correctement et de former correctement dans un hôpital aussi noble que l'hôpital de Nice, enfin le CHU de Nice. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on lui propose. Oh bah, aller faire un peu d'activité physique, c'est bon pour la prévention de la chute. L'activité physique n'a aucun impact sur la chute. Il y a quelqu'un, j'en profite pour le dire, l'activité physique n'a aucun impact sur la chute de la personne âgée qui a plus de 75 ans. Aucune. Aucune. Mais tout le monde dit, mais il faut faire l'activité physique. C'est pas vrai. Donc c'est M. Otago, enfin bref, et M. Campbell, etc. Donc ils ont consacré leur vie là-dessus en disant il y a des méthodes spécifiques de prévention de la chute chez la personne âgée, et ce n'est pas de l'activité physique, et surtout pas de la marche. Voilà. Je continue. Alors évidemment, Monsieur Falissard, il a été cité tout à l'heure, hein, c'est lui sur l'orgasme, etc. C'était pas... Okay. Mais en disant, c'est vrai qu'on a un modèle qui est fixé sur l'essai randomisé contrôlé de phase 3 en double aveugle. Mais attendez, mais comment on fait un groupe contrôle avec de l'acupuncture? Attendez, là on va tirer au sort, vous aurez de l'acupuncture et vous n'aurez pas d'acupuncture. Donc dans le groupe contrôle qui ne fait pas d'acupuncture, êtes-vous sûr qu'ils ne soient pas au courant qu'ils ne sont pas piqués? Absurde, absurde. Donc comment on peut faire des groupes contrôle et de la méthodologie? Bruno le dit très bien, et vous allez voir, enfin, il y a plein de recommandations aujourd'hui de dire, si on fait des essais cliniques, il ne faut pas les faire comme les médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, il faut faire des essais. Mais comment, méthodologiquement, on va les armer pour avoir du résultat significatif? Et ben voilà, cette solution, c'est ce qu'on fait tous, enfin tous les universitaires, chercheurs, etc., et praticiens qui veulent faire de la recherche, ben, on va les expérimenter de quelque chose qui reste un peu intuitif, des soins, des interventions comportementales, des remèdes naturels. C'est bien qu'ils existent, et le but du jeu est de les trier, de les optimiser, de les spécialiser et de les affiner jusqu'à ce qu'on en fasse des interventions non médicamenteuses, et surtout qu'on arrête d'en faire des amalgames avec les fake médecines et que tout ça, c'est rien ou ça vaut rien ou c'est juste que pour divertir des patients. C'est pas vrai. Donc, tout ça pour dire que on est au point 5 et ce point 5, il est aussi important. Il existe un modèle consensuel national, je vous le fais même au niveau national, européen ou international sur l'évaluation des INM. Qui dit vrai? Ok, qui dit faux? Ok, vous avez absolument raison, c'est totalement faux, mais j'aimerais reprendre cette phrase d'un des livres de recherche clinique les plus connus en France et qui mérite d'être lu parce que je pense que dans les interventions non médicamenteuses, on en est là. Et dans le médicament, il y a 50 ans, ils en étaient là. Jusqu'aux années 60, nombre d'interventions thérapeutiques, donc sous-entendu les médicaments, n'avaient encore pour seule justification, si l'on peut dire, que la force de la routine, l'attachement crédule à des traditions ou la généralisation à partir de quelques exemples occasionnels, anecdotiques, abusivement appelés expérience professionnelle. Évidemment qu'il faut de l'expérience professionnelle, mais c'est pas tout. Et vous savez tous dans vos cours ce qu'ils ont inventé, les gens du médicament pour ça. Et ils l'ont imposé, ils ont imposé ça. Vous le connaissez par cœur, les phases 0, 1, 2, 3, 4, et de la surveillance. Ils se sont mis d'accord pour un modèle d'évaluation. Alors un jeune médecin généraliste a voulu faire une thèse avec moi, le pauvre, et je lui ai dit, ben, écoute, on va aller chercher tous les modèles de validation des interventions non médicamenteuses en littérature. Donc il passe 3 ans, et on a cherché tous les modèles proposés. C'est un chiffre? 0? Perdu.
35. Hop là. Alors, il apparaît pas, bon, c'est dommage s'il apparaissait à gauche, mais ben voilà, entre Mac et PC. Donc, vous avez à gauche les 35 modèles. Vous avez 35 façons de faire de l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et comme le papier est en révision, on a recherché des nouveaux modèles. Et il y en a 43 depuis 2017. Hein, donc, le papier était soumis à la fin de sa thèse était en 2017. Et aujourd'hui, il y en a 43. Donc, il y a de plus en plus d'auteurs qui proposent des modèles de validation des interventions non médicamenteuses. Je parle de modèles, je ne parle pas de méthode, hein, je ne parle pas de méthodologie, je ne parle pas de technique, je ne parle pas d'instrument, je parle de modèles. Comment voulez-vous qu'on puisse faire des comparaisons si les modèles de validation et de surveillance ne sont pas les mêmes? Donc tout le travail va être probablement à faire, et je ne sais pas si ça va être fait, mais en tout cas de convergence vers un modèle. Sinon, ben on restera dans quelque chose qui est incomparable. Autre point, il n'existe pas de réglementation sur les interventions non médicamenteuses. Attention, il y a un piège. Vrai ou faux? Donc c'est vrai et faux. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez sur votre gauche des biens et services de consommation courante. Le gingembre, le ginseng, le champignon, le citron, etc. Ce sont des ingrédients. Potentiellement, ils peuvent avoir une valeur ajoutée santé. Mais on n'a jamais fait un essai clinique randomisé contrôlé sur le citron en tant que tel. C'est bien une solution qui est proposée. Donc là, on est sur des messages génériques exactement comme sur des messages de santé publique. C'est essentiel de bouger plus, y compris pour la personne âgée à risque de chute, hein, de bouger plus, évidemment, mais de manger plus sain, etc. Donc ces messages de santé publique, ils sont essentiels. Mais on ne va pas les évaluer de la même façon que de l'autre côté, sur la droite, des produits et services biomédicaux à risque et sur lesquels potentiellement il y a des effets secondaires, il y a des risques de décès précoce sur une chirurgie cardiaque ou sur peu importe quel médicament. C'est évident qu'il faut une autorisation de mise sur le marché avec ici une démonstration de service médical rendu. Et vous avez au milieu, vous avez une éminente représentante ici de l'ANSES qui va bientôt parler, Madame Margaritis, qui vient d'arriver, et justement, on interroge l'ANSES, mais on interroge la HAS, mais on interroge à la fois le Haut Conseil de santé publique, on interroge le MA, on encourage tous ces agences, et en disant, et ils sont un peu bien embêtés, parce qu'ils disent, oui, moi je peux intervenir, mais jusqu'à ça, et que ça. Et contrairement à plein de pays, la France n'a pas créé une agence, comme si vous la connaissez aux États-Unis, une agence de santé intégrative. Ça n'existe pas. Et au niveau européen, ça n'existe pas. Donc ce qui fait qu'on se retrouve un peu au milieu de plein de carrefours dans nos domaines et on ne sait pas vers quel interlocuteur se tourner. Donc la HAS ne sait pas forcément bien répondre, l'ANSES ne répond pas toujours, etc. Mais ils répondent un peu quand même, hein, ils répondent un peu. Donc il n'y a pas de réglementation où il y en a trop, donc bref, on est complètement perdu. Et je vous invite à lire ce document qui était un grand programme européen qui a été publié en 2012, qui dit la réglementation sur les médecines complémentaires, en France, il n'y en a pas. Pour eux, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a, mais elles sont parfois un peu spécifiques. Les allégations de santé, qui connaît ici les allégations de santé, c'est un peu particulier. Ce n'est pas du médicament, mais bon, quand même, il faut en faire une certaine preuve. Et donc, il y a tout un travail à faire sur la réglementation. Point 7, les patients parlent des INM utilisés à leur professionnel de santé. Vrai ou faux? Vrai? Qui dit vrai? En partie. Et qui dit faux? La majorité a souvent raison. Effectivement, en majorité, c'est faux. En majorité, dans le centre anticancer dans lequel je travaille à Montpellier, c'est absolument effrayant. Cliniquement, les psychologues, les diètes, les infirmières, les oncologues, etc. Ouais, vous allez voir le guérisseur. Pardon, vous allez voir le guérisseur. Mais il ne faut pas trop en parler. Allez voir la pharmacie du coin. Elle va vous prescrire quelque chose, mais je ne peux pas le dire. Je ne l'écris pas sur le compte-rendu, etc. Plein de choses un peu informelles. Et pareil, une autre médecin a travaillé sur cette thèse-là, où elle a fouillé 190 000 posts de Facebook sur le cancer du sein. Ce que les femmes disent lorsqu'elles utilisent ces interventions nomiques, c'est magique, au sens scientifique du terme, de ce qu'on a pu trouver dans ces 190 000 posts Facebook, réseau cancer du sein français.
je ne vais pas en parler à mon médecin, il risque éventuellement de me soigner différemment ou de m'arrêter tel ou tel traitement, je préfère ne pas lui en parler. Et le danger, je le dis fortement, c'est un risque de parallélisation de la médecine, avec une médecine dont on ne veut pas parler, qui est off et faite par des gens dont, ici au CHU et ailleurs, vous n'aurez plus accès. Vous n'aurez plus accès parce qu'effectivement, ça reste un peu du off. Alors potentiellement, je pense que c'est l'occasion d'en faire du in. Il faut que ce soit l'un et l'autre. 1 plus 1, ça fait 3 dans ces conditions-là. Et pas 1 plus 1, c'est l'un ou l'autre. Hein, et on arrive à des dérives importantes. Donc il y a tout un travail à faire d'information qui en France n'existe pas. Et comme ils n'existent pas, ben, c'est forcément les réseaux sociaux et Internet qui ont à la fin la vérité et sur lequel vous pouvez commander plein de produits sur Internet sur lesquels vous ne connaissez même pas vos provenances. Certes, bon bref, voilà, si vous connaissez le sujet sur les compléments alimentaires, c'est absolument hallucinant. Une plante qui n'est pas cultivée à la bonne saison, etc., n'a pas la même dose, donc on arrive à des trucs totalement délirants. Donc il faut effectivement avoir un peu plus de précision sur le sujet. Il n'existe pas de modèle économique pour les interventions non médicamenteuses. L'économie, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai été obligé de regarder d'un petit peu plus près ce sujet. Donc, d'après vous, vrai ou faux? Il n'y a pas de modèle économique, on ne peut pas les rembourser. C'est vrai? Qui dit vrai? Qui dit faux? Alors, c'est faux. Alors, pour ceux qui se baladent un petit peu, je n'ai pas eu le temps de faire de photos encore en arrivant de Nice, hein, mais vous allez dans les plus grands endroits des villes, type Londres, ici, Faubourg Saint-Honoré, ou ici la rue Sainte-Catherine à Montréal, et vous avez plein de magasins qui vous proposent plein de solutions. Et regardez, Faubourg Saint-Honoré, ils sont forts, ils ont même inventé un distributeur. Même la nuit, si vous êtes en manque de votre complément alimentaire, vous pouvez vite aller le télécharger ou le récupérer, on ne sait jamais quand même. Hein. Le modèle économique, c'est pas notre job, nous on fait de la santé, mais effectivement il y a plein de gens qui sont en train de le considérer. Hein, ici, les salons, enfin vous voyez où ils sont quand même, hein, sur Paris, dans des endroits sur lesquels ils vendent des voitures et sur lesquels ils font des grands portes de Versailles, etc. Donc il y a une demande tout à fait conséquente, elle existe, elle est importante, et tout le monde s'y met. Ici c'est mes grandes surfaces favorites sur Montpellier, hein, mais arriver à tête de gondole, je ne dirais pas la grande enseigne, mais en tête de gondole en disant d'emblée, ils ont mis ce paquet-là, enfin, on est dans quelque chose dont la santé intéresse, et ça veut dire que ces vendeurs-là, mais ça veut dire que potentiellement les nouvelles technologies qui sont en train de proposer plein de choses, les gens de l'alimentation qui sont en train de proposer plein de choses, les gens du tourisme santé qui sont en train de proposer plein de choses, les cures, les stages de cure, les détox, etc. Enfin, l'offre devient de plus en plus conséquente et je pense qu'il est plus qu'important que les professionnels de santé y regardent un peu plus près. Alors j'ai trouvé ça comme je voulais une estimation d'un marché mondial du domaine. Alors j'ai trouvé ce document et il est téléchargeable et vous pouvez l'actualiser, enfin en tout cas il s'actualise tous les ans. Regardez ce que ça, le marché mondial que ça représente. Donc 321 à 3747, il y a tellement de zéros, milliards d'euros par an. C'est plus que de la fabrication d'avions. D'accord ? C'est un marché absolument considérable dont ces auteurs disent qu'il y a 5% de croissance par an. Donc si il y a un marché, ça veut dire qu'il y a une demande, et s'il y a une demande, peut-être qu'il est important de la réguler de façon importante, et notamment pour un point qui me semble plus que préoccupant, c'est que si ces interventions non médicamenteuses ont un effet sur la santé, pourquoi il faudrait uniquement que ce soit les plus privilégiés qui en bénéficient ? Et il y a un gros problème, et ce papier-là le montre très clairement, alors ce sont des Scandinaves hein, qui ont en plus cette appétence-là, en disant bah, finalement ça profite surtout aux gens les plus aisés, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir aussi des possibilités? Et ce n'est pas à nous, chercheurs ou professionnels de santé, de faire des modèles économiques, mais des modèles économiques, il y en a des milliers et des milliers. Je voudrais juste prendre cet exemple, je le trouve magnifique. En plus, il y a une militante qui est de près de Nice qui a beaucoup œuvré pour ça. Les perruques, dans le cas du traitement du cancer, remboursé par l'assurance maladie, il n'y a jamais eu d'essai randomisé contrôlé. Jamais de la vie.
Pourtant, c'est remboursé. On confond tout le temps la question du remboursement et la question de l'efficacité. Il y a de la recherche à faire pour montrer si ça marche ou pas et dans quelles conditions ça marche et les risques, etc. Mais il y a après le modèle économique. Ou aller chercher vers le social, aller chercher dans... Il y a tout plein de possibilités d'avoir des modèles économiques intelligents. Et on est français, donc on a plein d'idées. Donc il faut arriver juste à les mettre en œuvre. Et c'est après des choses qui nous dépassent, nous, en tant que chercheurs. Le point 9, il n'existe pas d'études rigoureuses évaluant les interventions non médicamenteuses. Vrai ou faux? Ça va pas, non? Mais non, il en existe plein. Et c'est absolument étonnant. Mais on découvre ça en avançant, hein, encore une fois, sur la plateforme. Il y a de plus en plus, et je vous recommande de chercher des revues systématiques sur non-pharm, sur non-drug, etc., non-pharmacological. Vous avez de plus en plus de revues systématiques, à la fois pour les maladies neurodégénératives, à la fois pour un certain nombre de maladies chroniques, soit en prévention, soit en curatif, soit en soins tout court, en soins complémentaires. Vous avez une littérature de plus en plus abondante, et c'est la raison pour laquelle on a obtenu donc un fonds important pour développer ce système-là, c'est plus de 700 000 €, pour développer quelque chose qui est gratuit, collaboratif, et l'idée c'est de recenser tous les essais cliniques non pharmacologiques. Donc c'est accessible gratuitement, motrial.fr, et on a actuellement recensé plus de quasiment 1 million de publications d'études interventionnelles. Et Motrial vous permet d'associer les études qui ont été déclarées officiellement avant de les faire et les études qui ont été publiées. Et il y en a de plus en plus, et je me permets de le dire ici parce que j'ai une étudiante qui a travaillé sur le sujet. Dans les formations en santé, on vous dit que PubMed, c'est la base de données essentielle pour aller chercher la bibliographie. Je vais le dire très clairement, et je pense que parfois on n'est pas au courant, la base de données PubMed est une base de données qui a été financée par la Bibliothèque nationale américaine, dont le but est de diffuser de la biotechnologie. Donc toute la santé publique, et j'ai une petite pensée émue pour la santé publique française qui va perdre au mois de juillet apparemment la banque de données en santé publique, apparemment qui va s'arrêter, la BDSP, au mois de juillet, en disant... Si vous regardez que PubMed, vous regardez en allant chercher uniquement des traitements biomédicaux. Mais PubMed a été fait pour ça. Donc tout ce qui va être soins, tout ce qui va être dans des journaux spécifiques, dans des revues scientifiques spécifiques sur les soins et les soins non pharmacaux, ils n'y sont pas forcément. Alors on fait une estimation actuellement, dans les journaux, il en manquerait 20%. Okay. Je passe donc ma dernière... proposition, les incitations à mener des recherches dans le domaine augmentent. Vrai ou faux? Vrai, évidemment c'est vrai. L'Organisation mondiale pour la santé, regardez ce document-là, il est absolument magnifique. Regardez la stratégie nationale de santé, c'est écrit quand même, c'est écrit en page 48, soutenir le développement et encourager l'évaluation des interventions non médicamenteuses. La Haute Autorité de Santé le dit ici sur la maladie d'Alzheimer, et c'est écrit par l'Académie de médecine, il y a plein de rapports ici sur l'hypnose, sur l'ostéopathie, c'est écrit sur le plan des maladies neurodégénératives. Et donc cet institut qui a été créé aux États-Unis depuis 1998, et pour l'instant en Europe et en France, on n'a rien sur cette organisation-là. Vous avez ici, Christian Pradier fait partie aussi de ce groupe-là, hein, mais depuis 2015, la recherche interventionnelle, notamment en santé publique, bon, il y a plein de chercheurs en France qui s'intéressent à la façon d'évaluer. Santé publique France propose des choses, la conférence des doyens des facultés de médecine, Patrick Baquet s'implique beaucoup, il y a des groupes consortes qui s'intéressent à ça, il y a des instituts nationaux, bref, il y a des collèges universitaires, je vais le dire ici, le CUMIC, vous pouvez aller voir, vous pouvez adhérer à ce collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, dirigé par le professeur Jacques Kopfer-Schmidt, je l'ai bien dit, et qui est là pour dire, attention, il faut sensibiliser tous les professionnels de santé à ces questions. Vous avez un excellent observatoire
ici, qui est à la fois pilotée de main de maître par Marie Baquet, justement, mais également Véronique et toute l'équipe qui doit être peut-être présente ici et là. Mais vraiment, on a là plein d'acteurs. Le JETCOP, peut-être que vous connaissez également, qui est un groupe de réflexion sur les thérapeutiques complémentaires. Notre plateforme, je vous ai dit qu'on faisait un moteur de recherche. Ça y est, on fait 2 trucs nouveaux qui vont sortir au mois d'octobre. C'est une cartographie de tous les chercheurs dans le monde sur les interventions non médicamenteuses et tous les établissements hospitaliers et tous les laboratoires de recherche. Si vous avez fait au minimum une publication sur le sujet, vous apparaîtrez dans ce registre. Et il y a plein d'experts du domaine. Et ensuite, on en reparlera peut-être, mais nicher.fr, pareil en octobre. L'idée, c'est de pouvoir partager des mémoires d'étudiants, des thèses qui se soutiennent en France et dans le monde entier sur le sujet et sur lequel, en général, les mémoires calent des armoires et ne servent plus à rien. L'idée, c'est de pouvoir les partager à la communauté. Et donc, c'est ce qui va être créé en octobre prochain. Donc, ce congrès qu'on a démarré en 2011, qui va se continuer l'année prochaine sur Toulouse et puis sur Paris en 2015. Je veux juste vous dire, parce que j'ai 1 minute, qu'en 2025, on va le faire sur Nice et on espère que vous aurez un petit peu d'aide, qu'on aura un petit peu d'aide parce que c'est que du collaboratif, c'est vraiment que du bricolage, nos congrès, on y met beaucoup d'huile de coude en tout cas. Et le dernier point, je vous encourage à regarder cet appel. On s'est mis à plusieurs et notamment évidemment avec l'Observatoire de Nice, mais se dire qu'on est vraiment à un moment donné ou à un moment où il faut faire avancer les choses. Et on ne peut y arriver sur ces questions que de façon collaborative et à plusieurs. C'est pas si on reste dans une micro-discipline, alors le champ n'évoluera pas. Donc vous pouvez le télécharger et l'idée c'est de pouvoir inviter les décideurs à faire avancer le sujet de façon conséquente. Donc en conclusion, 3 messages. 1, sortir des effets de mode. Les effets de mode sont terribles sur le sujet. Terribles. Ok, je n'ai pas besoin de faire... Sortir de ça. Et des amalgames absolument pathétiques de ces gens. Ils sont 133, 128. Mais en fait, il y a des gens qui ne sont même pas professionnels de santé qui ont signé ce truc-là. C'est pathétique. En disant tout ça, tous ces soins-là, non pharmaco, tout ça, c'est nul et ça vaut rien. Je pense qu'il faut vraiment en sortir, mais il faut se réinventer. Et effectivement, ça demande un peu de travail pour y réfléchir, ou alors de se replier, hélas. Il faut bien considérer qu'on ne les pense souvent que par une solution, mais les maladies complexes méritent qu'on s'y attarde avec plusieurs solutions complémentaires. Et donc, ce n'est pas une intervention non médicamenteuse, mais c'est souvent un programme d'activité physique avec peut-être une psychothérapie, avec une thérapie manuelle complémentaire, et que c'est bien tout ce sujet-là dont on traite. Et il est absolument regrettable s'il y a quelqu'un de la Haute Autorité de Santé ici, ou que vous connaissez la Haute Autorité de Santé, en disant il faut que les usagers et les patients participent à l'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. Et regardez, en 2017, quand même, la Haute Autorité de Santé dit vous devez vraiment suivre les médicaments et les dispositifs médicaux. Tout le reste, les plantes, etc., ça n'intéresse pas la Haute Autorité de Santé. Effarant. Je finis presque par ça. Ça m'a fait rire au départ, et puis, vous savez que pour utiliser un petit engin de chantier pour vous, pour juste votre maison, pour monter trois tuiles sur le toit, vous avez besoin d'une formation de 750 € obligatoire pour utiliser cet appareil. Par contre, le mindfulness, de l'hypnothérapie ou des méthodes, rien. On est formé éventuellement en formation initiale, mais pour les méthodes, rien. Pourquoi ? Donc, en résumé, ça a été extrêmement bien dit. Je suis désolé d'être arrivé, je n'ai pas pu écouter, mais je suis persuadé que c'était génial. On est vraiment rentré dans une approche épigénétique de la santé, et ça va complètement changer les choses. Et on est rentré dans des parcours personnalisés. Et donc personnalisé, ça veut dire associer de façon pertinente des interventions non médicamenteuses dans un monde qui est en train de se transformer. On est en pleine mutation et donc un changement paradigmatique. Je vous l'ai dit, je voulais remercier. Ce travail-là, il se fait en équipe, en permanence. Et il évolue et il va évoluer dans le temps. Donc vous êtes les bienvenus également sur cette plateforme. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un petit bouquin. Merci de votre attention.